Bien, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si Thomas nous entend ou pas, mais on le dira bonjour tout à l'heure. Je vous entends bien, j'espère que c'est réciproque. Ah, alors oui, on t'entend. Impeccable. Ah ben voilà, on te voit. Bonsoir tout le monde. Alors, donc on a Thomas Parisot aujourd'hui avec nous, donc, qui est directeur général adjoint de la plateforme Kerninfo, qui est aussi président du groupement français de l'industrie de l'information, le GF2I, dont nous faisons partie. Il est aussi vice-président du groupe universitaire du syndicat national de l'édition, le SNE. Et aussi administrateur de l'association des professionnels de l'information et de la documentation, la DBS. Et Thomas participe aussi régulièrement aux travaux du GEST et de l'Observatoire de l'édition scientifique. Voilà, écoute Thomas, je te laisse la parole. Et avec plaisir, désolé du petit décalage dans le programme. Je vais essayer de projeter mon écran et j'espère que vous le voyez bien. Je pense que c'est le cas, me semble-t-il. Oui, oui, c'est bon. Donc, bah super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Donc, ravi d'être avec vous à distance, malheureusement, ce qui est moins bien, j'en ai bien conscience. Mais pour essayer de partager quand même une expérience et participer à mon modeste niveau à cette réflexion sur la place de l'humain au cœur et l'IA autour, dans le cas un peu spécifique du livre et de sa place dans les apprentissages, en lien avec la thématique de l'événement. Comme le rappelait Anna, effectivement, trois points d'observation. Kernafo, qui est cette plateforme effectivement assez universitaire, donc la plupart des enseignements et des éléments, on va dire, d'observation que je vais essayer de partager viennent plutôt du monde universitaire. Il nous arrive un peu d'intervenir ou d'observer des choses en lycée, mais plutôt pour des classes préparatoires ou d'une certaine façon un début de cycle de supérieur. Par contre, effectivement, on est là dans un contexte français et assez largement international, que ce soit un peu partout dans l'espace francophone. On opère aujourd'hui dans 80 pays. Et effectivement, au-delà de ça, sur des usages et des éléments d'apprentissage un peu au-delà de la langue française. Donc, quelle place pour le livre dans les apprentissages? Il faut bien dire que, une question qui aurait pu être, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années, un peu bateau ou un peu convenue, aujourd'hui est beaucoup moins évidente. Je pense que la plupart d'entre vous qui évoluent dans des contextes où effectivement d'apprentissage voient bien que le livre, c'est pas un objet évident, peut-être beaucoup moins, et qu'il est en tout cas en perte de vitesse, de plus en plus en compétition, on pourrait dire, prendre un terme malheureusement un peu marchand, mais qui est un peu réaliste puisque, bien sûr, irruption des réseaux sociaux, on sait le temps, je vais citer un seul chiffre, mais je pense qu'on a tous en tête, on est à peu près sur les jeunes publics de moins de 30 ans sur 5 heures d'écran par jour et un peu moins d'une demi-heure de lecture. Bon, voilà, le rapport est quand même assez incroyable et il a tendance à se dégrader encore outre-Atlantique, donc peut-être qu'on est qu'en chemin. Et effectivement, avec, au-delà des réseaux sociaux, les nouveaux formats, et notamment la vidéo, avec une captation, une place de l'image qui est de plus en plus forte, et nos cerveaux sont ainsi faits que et notre observation est captée par ces mouvements, par ces regards, par ces sourires, qui ne sont plus que présentiels, qui sont effectivement ces présences virtuelles et qui peuvent être tout à fait robotiques, puisqu'on a même vu récemment l'émergence de réseaux sociaux purement réservés à des productions synthétiques des IA. Donc, drôle de vision, et on en aurait parlé il y a quelques années, je pense qu'on en serait dit, bon, pas sûr que ça émerge pour de vrai, on y est, et pour de vrai, avec une vraie concurrence de ces espaces par rapport à l'espace de lecture. Et là, on n'est pas dans le général, on est dans l'apprentissage, mais effectivement, on est rattrapé par un continuum qui fait qu'aujourd'hui, les apprentissages, les expériences, le schéma d'attention de tout à chacun, il est aussi fait de ses quotidiens, on a tous un smartphone dans la poche, et effectivement, les écrans ne sont jamais loin. Effectivement, au-delà de ça, l'irruption de l'IA générative, donc je vous fais très court, je pense que là, on l'a bien commenté, il y a même en partie un peu d'IA fatigue, maintenant presque 2 ans, plus de 2 ans après le lancement de ChatGPT. Attention à ce type de fatigue, puisqu'effectivement, évidemment, on en fait trop au début, puis l'attention se relâche, et en même temps, on le sait, dans ces cycles, la transformation n'est jamais si rapide qu'on le dit, et pourtant, elle arrive, en tout cas en bonne partie, de plus en plus fort. Cette vague, elle continue de monter dans toutes les études. Là, je pense que vous en avez autant en tête que moi. Il y a une adoption fulgurante, peut-être d'ailleurs un petit peu moins rapide en France que dans d'autres pays. En Afrique du Nord, par exemple, on est très frappé de l'adoption extrêmement rapide de ces technologies avec d'ailleurs un espace qui est multilingue. Peut-être que la dimension francophone et voilà, avec un côté un peu plus monolingue de notre pays fait que, je ne sais pas, il y a peut-être des résistances particulières, ou en tout cas, il y a un appétit particulier dans des contextes multilingues pour ce type d'outils. Mais la médiation des IA vive pour les savoirs est aujourd'hui extrêmement forte. Vous en avez parlé une bonne partie de la journée. Ce sont des nouvelles intermédiations vers les contenus, entre les contenus et les utilisateurs.
On pourrait se dire pourquoi pas, s'ils étaient neutres et transparents, et pourtant ils ne le sont pas, bien loin de là. Ils sont même d'une certaine façon très opaques, et ils créent un risque d'invisibilisation des acteurs du savoir, hein, que ne sont pas les robots. Les robots synthétisent, les robots reformulent, les robots calculent, effectivement, moyennisent, mais les savoirs, les producteurs de savoir sont des humains, hein, effectivement, sont des gens qui rédigent, qui ont des expériences de terrain, qui compilent des chiffres et qui essaient de consolider les savoirs selon, on va le dire, la méthode scientifique globalement, ou en tout cas la consolidation des savoirs, y compris des savoirs d'acquis d'expérience et savoirs professionnels, hein. Il n'y a pas que l'université qui produit des savoirs, mais en tout cas, on est assez attaché, nous, à l'idée de la filiation humaine, hein, qu'il y a vers des savoirs, sachant que les savoirs ne sont pas neutres, hein. On n'est pas que dans les maths et on n'est pas que dans le déterminisme biologique, et encore, même là, il faudrait modérer un peu le propos. On est dans des discussions et des débats sur lesquels le chemin est aussi important que l'objectif, on pourrait dire. Donc les savoirs se diffusent, et plutôt mieux aujourd'hui qu'à n'importe quelle époque, hein, on le sait, il y a des torrents d'informations, on n'a jamais eu autant de livres et de savoirs, y compris très qualifiés, sous la main, et même en accès gratuit de façon de plus en plus massive. On pourrait se dire, bah, c'est formidable. Mais le problème dans cette communication, c'est plutôt au niveau du récepteur, hein, et de la captation, sur laquelle on voit qu'il y a un éloignement, hein, de plus en plus fort entre cette production immense et l'attention qu'on lui consacre, hein, qu'on soit étudiant, apprenant, voire même professeur et enseignant soi-même. Donc, des espaces se structurent. Il faut bien dire aussi qu'on n'en est qu'au début du processus, hein. Là-dessus, on évoquait les réseaux sociaux et leur appétit d'attention est pour nous capter, on le sait. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont, dans le cas du livre, particulièrement au cœur. Et on pourrait en citer qu'un, hein, s'il fallait en citer un, c'est Google, qui est en train de changer les règles du jeu du web là-dessus. Pourquoi pas? Il a le droit, hein, d'une certaine façon, le poids qu'a pris son moteur de recherche. Vous savez certainement que Google représente à peu près 90% des recherches web aujourd'hui dans un pays comme la France. Google, effectivement, est en train de baisser la proportion de son outil de recherche au profit d'autres outils qu'on connaît plus ou moins. Google Discover, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça apparaît sur nos téléphones quand on l'ouvre et qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut faire, ou des overviews, comme on dit, donc des messages de synthèse qui, avant d'avoir des petits liens bleus et des résultats, nous proposent finalement des réponses, hein. Google ayant l'ambition de répondre aux nouveaux concurrents que sont ChatGPT ou Perplexity, en étant lui aussi un moteur de réponse et puis un moteur de recherche. Et derrière ces termes, il y a un changement de paradigme qui est très important, et qui n'en est qu'au début, hein, puisque ChatGPT lance un navigateur web, peut-être demain un système d'exploitation, et le choix qu'on a encore aujourd'hui entre l'avant et l'après, la recherche et le fait de décortiquer soi-même ou de se fier à un robot, est certainement une période de transition où le choix sera de plus en plus contraint par ces outils qui structurent, comme vous le savez, nos ordinateurs, nos téléphones, et peuvent se permettre en partie de préempter certains choix si on ne les contrôle pas et s'il n'y a pas une dimension un peu législative et une volonté collective et politique de fixer quelques limites à cela. Et par exemple, on s'y emploie au GF2I avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Mais mon propos est un peu différent ici. D'une certaine façon, c'est l'idée de savoir, bon, que faire là-dessus. Kern, peut-être vous dire un mot de d'où on parle, hein, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est une société à mission, hein, comme on peut le faire aujourd'hui en France, donc qui intègre dans ses statuts, au-delà d'un fonctionnement de société, une mission spécifique qui vise à faire découvrir au plus grand nombre le fruit de la recherche scientifique francophone de qualité, en cultivant l'indépendance des acteurs du savoir. Et avec un tour de table qui est composé d'acteurs qu'on connaît bien, hein, Gallimard, Debout, PUF, La Découverte, RS, la Bibliothèque nationale de France, enfin, qu'on connaît plus ou moins, mais des marques éditoriales qui structurent ce petit écosystème de l'édition de savoir, des faiseurs de livres et de revues, hein, qui structurent le savoir et qui sont un des intermédiaires avec les bibliothèques, avec bien sûr les enseignants, avec des médiateurs de savoir pour structurer, compiler, archiver, hein, ces éléments de savoir et essayer de participer à une forme de consolidation progressive de la connaissance pour faciliter sa mise en circulation et son appropriation, hein, essayer de valider des connaissances au fur et à mesure. Bien sûr, au-delà d'un tour de table un peu fondateur de Kern, c'est plus de 500 marques éditoriales. Cette diversité est très importante et elle est source, on va dire, de débats et d'intérêts, d'une certaine façon, de points de vue qui vont, y compris quand on produit de la connaissance, permettre de participer au débat, à l'animation des connaissances. Hein, en sciences de l'éducation, il n'est pas forcément utile de figer absolument des savoirs. Il y a des choses qu'on tient pour acquis, jusqu'à preuve de contraire, hein, comme on dit, hein,
voilà, dans la méthode scientifique, mais avec différents points de vue, différentes méthodes. Certaines étaient évoquées juste avant et elles continueront d'évoluer et c'est très bien comme ça. Mais cette diversité, aujourd'hui, évidemment, il y a un risque de la voir gommée en évacuant ce qu'est le livre et qui est un objet, on va dire, un peu de structuration et de mise en débat, un peu des connaissances aussi. Donc, le point de vue dont on parle, et pour arriver à une proposition, vous aurez peut-être compris, qui mobilise l'IA pour essayer de soigner le mal par le mal, peut-être, on pourrait dire, hein, effectivement, est une plateforme aujourd'hui multidisciplinaire qui évolue en sciences humaines, mais aussi en sciences techniques, en médecine, en droit, hein, dans les sciences administratives, qui ne s'interdit pas finalement de domaine de la connaissance, au contraire, qui essaie de favoriser le décloisonnement de ces savoirs. Hein, vous le savez peut-être pour celles et ceux qui évoluent dans le monde universitaire, qui sont souvent un petit peu cloisonnés avec des institutions, et c'est comme ça que ça peut fonctionner aussi, on le comprend bien, qui sont structurées autour de champs, de disciplines, d'habitudes et de modes de fonctionnement propres, et aussi d'éléments méthodologiques hein, fondamentaux qui font que la philosophie, la sociologie, la science politique se fondent effectivement sur des méthodes particulières qu'il faut comprendre hein, pour essayer de tirer parti de ces propositions dans son cheminement intellectuel. Une plateforme qui propose les contenus de façon aussi simple que possible, hein, bien sûr, là-dessus, et qui le fait depuis un certain temps. C'est une plateforme qui a une vingtaine d'années, continue d'évoluer de façon continue, parce qu'il n'y a pas de bon service numérique dans l'absolu. C'est un service qui répond à des usages ou à des formats à un instant T, et qui colle aux modalités d'usage des utilisateurs, hein, quand ceux-ci ont besoin de mobiliser ce savoir. Aujourd'hui, effectivement, je lis, je découvre, je vois, je trouve des pages auteurs et assez rapidement sur Kern, je comprends bien que d'ailleurs ce que je lis, celui qui me parle, celle ou celui qui me parle, c'est un auteur qui travaille quelque part, qui a une formation, qui a un parcours, qui a peut-être un point de vue et qui, d'une certaine façon, participe à la création des connaissances. Ne prétend pas a priori avoir voilà, la vérité absolue sur tout, mais a travaillé et explique en quoi et produit de la connaissance, si possible nouvelle, qu'il essaye de bien remettre en perspective par rapport au reste de la production. On va un petit peu plus loin puisque ces formats aujourd'hui, on voit qu'on ne peut pas se contenter de laisser l'utilisateur aller trouver des articles, aller trouver des livres, aller, que ce soit l'enseignant ou l'apprenant lui-même. À l'université, il y a une certaine autonomisation de la recherche de documentation hein, qui fait partie de la recherche de livres, de documentation fait partie vraiment du processus d'apprentissage. Qu'est-ce qui va répondre à votre question? Apprendre à fouiller, apprendre à chercher fait partie inhérente, on va dire, du processus. Mais on aide un peu ce processus de plus en plus par des médiations, avec des codes qui peuvent être des codes plus journalistiques. Hein, sur Kern, aujourd'hui, on a été amené progressivement à se dire, tiens, il faut animer et permettre à des apprenants d'être face à un dossier qui leur explique un petit peu où on en est. Par exemple, là, sur des thématiques qui résonnent un peu avec une certaine actualité, mais qui mobilisent la recherche. Hein, les nouvelles familles, tiens, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les auteurs qui écrivent là-dessus? Quel est l'état un peu du débat sur ces questions? Bon, on n'est pas forcément spécialiste de tout. Et puis des domaines d'approfondissement. J'ai lu un peu votre dossier, c'est pas mal, ça a piqué ma curiosité. Mais je voudrais aller plus loin, hein, retrouver une liste de lecture, un peu comme sur des plateformes musicales, on essaye d'animer et de nourrir un peu ma curiosité et mes goûts avec des sélections faites pour moi, pas par un robot, hein, mais par un curateur, hein, comme on dirait dans le monde artistique, une personne qui a passé du temps à essayer de se dire, bon, je vais essayer de vous expliquer, de retenir quelques éléments dans le vaste paysage de cette plateforme. Il y a un peu plus d'un million d'articles, de chapitres de livres qui sont disponibles. Chacun est assez ardu, c'est un effort de lecture. Je vais essayer de vous gagner du temps et de vous faire un parcours qui a une certaine saveur. Et celui qui vous dit ça, c'est un curateur. Je suis là revu le carnet psy, j'ai un certain angle, mais je vous propose tel parcours un peu dans les recherches sur le sujet. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux qui imposent des formats et qui, avec le pouvoir de l'image et de la captation, le livre n'est pas qu'une image, mais il peut l'être. Et aujourd'hui, effectivement, un propos, un livre, ça se discute, ça se parle, le format d'interview, le format d'échange, l'incarnation de l'auteur est de plus en plus important. Hein, et on y est venu aussi. Diffuser des livres aujourd'hui, c'est mettre en avant des auteurs, ce que savent depuis longtemps des libraires, et savoir effectivement aujourd'hui tirer la matière d'un livre, d'un propos d'un auteur, le mettre un peu en dialectique, essayer de l'entendre sur son cheminement, y compris avec l'imperfection de notre oralité humaine, hein, qui va finir par peut-être être notre spécificité. Hein. Il paraît que maintenant, il faut tousser au téléphone pour prouver qu'on est humain ou faire une blague. Bon, effectivement, incarner un propos d'un livre par un auteur qui l'a vécu, qui l'a écrit, qui s'est posé des questions, eh bien, effectivement, c'est ouvrir aussi un peu la boîte noire et désacraliser en partie aussi un peu l'objet fini et le grand texte qui nous arrive dans les mains, qui aujourd'hui, effectivement, peut intimider là où le robot rassure, hein, finalement.
Ça veut dire aussi profiter de plus en plus aussi des temps interstitiels. Apprendre avec le livre, bah, de temps en temps, j'ai vraiment le temps de lire, de temps en temps, non. Même quand je suis quelqu'un qui a été formé, qui connaît la documentation, qui lit des livres, pouvoir écouter des propos de ces auteurs dans ma voiture quand je me déplace parce que je suis professionnel et les temps sont vraiment limités maintenant, où je suis étudiant et quand je fais mon footing, c'est peut-être un meilleur moment où je suis un peu plus calme et j'aimerais bien écouter ou essayer de regarder un peu ce que dit tel et tel auteur. La production de vidéos qu'on fait, les rencontres auteurs sont déclinées en podcast avec un format qui participe à l'animation de la connaissance. On ne dit pas qu'il se substitue au livre, mais qui participe. Et avec, il faut bien le dire, un certain succès de ce qu'on a commencé à faire, hein, avec un podcast qui va, alors qui part de livres et de recherches plutôt exigeantes, se nicher hein, dans un top assez régulier de podcasts de la cible scientifique. On sait la limite de la chose, hein, effectivement. Ces formats, ils touchent bien hein, les publics qui sont déjà les plus grands lecteurs. Donc finalement, c'est un peu comme souvent le numérique, il a tendance à renforcer un peu certaines inégalités. Hein. Il aide des personnes qui sont déjà des bons apprenants à aller encore un peu plus loin et il n'est pas forcément susceptible de toucher de nouveaux publics toujours. Après, il faut rester optimiste et pouvoir multiplier les points d'entrée et de se dire, bon, même si c'est un accident un jour, mais j'ai écouté un podcast, je m'éveille à un certain appétit. Et ces rencontres vidéo qu'on évoquait très rapidement, elles donnent lieu à des petits extraits sur des YouTube, sur des Instagram, sur des TikTok. Ça peut paraître un peu stupide et en même temps, aller créer du lien et des petits grains de connaissances, aller les mettre à des endroits où il y a du trafic, y compris du trafic non qualifié, c'est peut-être multiplier les petites pistes qui font qu'un étudiant, à un moment, peut raccrocher ou commencer à se poser quelques questions et commencer à remonter la pelote et le grand fil de la connaissance. Tout ceci, on le fait notamment dans un contexte où on travaille avec beaucoup d'universités un peu partout dans le monde. Je l'évoquais, les constats, il y en a un peu plus d'un millier en Europe aujourd'hui avec lesquels on travaille, beaucoup aussi sur le continent africain, en Amérique du Nord. Effectivement, c'est un grand réseau de diffusion là-dessus qui nous donne à observer et à essayer de composer, de construire cette attention, non seulement dans un contexte socio-culturel français, mais aussi africain, avec des différences de plus en plus fortes et effectivement, on le verra, c'est aussi l'enjeu du multilinguisme et la langue française est une des langues hein, qui va cohabiter sur Internet avec beaucoup d'autres, peut-être effectivement, et qu'il faut intégrer un petit peu plus cette dimension en France avec des moments d'apprentissage ou des langues d'apprentissage que de plus en plus de publics aiment bien varier, multiplier, le français, l'anglais, l'arabe, pour pouvoir un peu multiplier des points d'entrée ou des types de questionnements que j'aime formuler d'une certaine façon, parfois en français, parfois pas. Bon, ce qui est rassurant encore, c'est que le volume de consultation de ce type de plateforme de livres, de ce service numérique avec l'humain au cœur, hein, encore largement, hein, là pour l'instant, génère beaucoup de lectures. C'est à peu près un peu plus de 150 millions de lectures vraiment qualifiées par des humains. Hein, je ne rentre pas dans ce débat, mais c'est vrai que le web est lui-même crawlé, lu de plus en plus par les robots. Donc, c'est aussi les apprenants robots qui ont un type d'apprentissage un peu particulier, puisqu'ils veulent s'entraîner et continuer, qu'on met un peu de côté, qu'on ne mélange pas avec les humains, faut pas. Mais qui a commencé à baisser, hein, comme beaucoup de plateformes, effectivement, avec une baisse générale du référencement naturel et de la méthode de recherche, on va dire, plus classique. Ce qui se renforce de plus en plus, par contre, c'est le lien avec des utilisateurs finaux. Un livre, aujourd'hui, non seulement il faut un livre numérique, hein, en l'occurrence, il faut l'exposer, le donner à voir, mais il faut pouvoir créer un lien avec avec des utilisateurs qui vont venir, mais à qui on va essayer de construire une relation, puisque la lecture est de plus en plus discontinue. Hein, bien sûr, là-dessus, on va lire un article, on va lire un bout de chapitre, on va le mettre de côté, hein, on va y revenir plus tard, et il y a une dimension un peu itérative, il y a une façon de nourrir la curiosité avec ces utilisateurs qui créent des comptes personnels, en revenant vers eux à intervalles réguliers. Je parlais des réseaux sociaux, par mail, via une application téléphonique, via des flux de recommandations, hein, comme je disais, humains comme mécaniques, et des occasions hein, de piquer leur curiosité en fonction de ce qu'on apprend doucement à connaître de leur lecture. Formidable outil d'observation, hein, le numérique, c'est une utilisation de la donnée. On sait le mauvais usage que peuvent en faire certains services à visée publicitaire. On a, nous, une vision très, on va dire, plutôt positive de ça, au sens où la construction d'une relation de lecture peut être de plus en plus fine et de plus en plus, on va dire, un peu personnalisée et construite au fur et à mesure où on apprend à se connaître, à se respecter entre, d'une certaine façon, plateforme et lecteur et livre et lecteur pour trouver les bons moments de se faire des suggestions et de se proposer des lectures et des modalités d'approfondissement au fur et à mesure où on apprend à se connaître. Donc le livre objet, un peu comme ça, historiquement très, très terne et inerte,
de plus en plus objet relationnel. Qu'est-ce qui fait que j'aurais envie de revenir à telle et telle lecture? Qu'est-ce qui fait que tel auteur m'interpelle ou ne m'interpelle pas? Voilà. L'IA, bien sûr, va jouer un rôle de plus en plus fort là-dessus, bien sûr, au-delà de la data en tant que telle et de cette relation entre l'utilisateur et la plateforme. Et on va essayer de mobiliser à notre niveau, et c'est déjà parti, des fonctionnalités nouvelles qui mobilisent l'IA. Alors comment? Parce que la question, c'est pas est-ce qu'il faut le faire ou pas, ou pourquoi, c'est plutôt comment, bien sûr. L'utilisation des modèles d'IA pose un certain nombre de questions, mais c'est un formidable outil de découverte, puisque bien sûr, quand on part d'un corpus et si on met cet outil au service de la découverte des corpus, eh bien, effectivement, on peut gagner un temps incroyable et découvrir à tout niveau, quel que soit son niveau, des contenus qu'on n'a pas lus, la machine le sait, ou des contenus qui, effectivement, font directement écho à des choses qui nous intéressent, de toute évidence. La façon de le faire est très importante. Non seulement il faut le faire en respectant le droit d'auteur, vous aurez compris qu'un acteur comme Kern, effectivement, est piloté d'une certaine façon, s'appuie sur l'écosystème éditorial et donc en son sein, effectivement, intègre le respect d'une chaîne de valeur et d'une chaîne juridique qui est celle de l'édition, de l'auteur jusqu'au lecteur, en passant par l'éditeur, la bibliothèque, voilà. Et effectivement, il faut le faire aussi de façon soutenable, sobre. Effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une certaine corrélation entre ces facteurs, être éthique dans la façon de travailler, en respectant le contenu, l'auteur, en valorisant la lecture. C'est aussi le faire dans des architectures du coup souveraines et autoportées, qui sont des architectures sur lesquelles on doit, dès le départ, se poser la question de la sobriété, de la légèreté des technologies, de la façon de l'utiliser de façon maligne et pas brutale, là-dessus. C'est des points qui sont très importants. Et pour aboutir à un service comme celui-ci, qui est effectivement un service, Sophia, qui se propose une IA de donner la parole aux chercheurs et aux chercheuses. Donc une sorte de méga-livre, si vous voulez, qui effectivement ne se substitue pas au texte, mais permet un peu de le sublimer. Simplement, il repart d'un questionnement qui est celui de l'utilisateur, à un instant T, en disant, je sais à peu près qui vous êtes, c'est un service où on se connecte, et je réponds à des questions qui sont les vôtres. Par exemple, là, j'aurais envie de lui poser la question sur le rôle du livre dans les apprentissages. Je sais que je parle à travers ça à un corpus de recherche, et effectivement, mais plutôt que faire des recherches ou me poser toujours la question de savoir si j'ai pris le bon angle, les bons mots-clés, je vais utiliser la médiation du robot, qui est quand même un fouilleur très efficace et qui va effectivement essayer de me retrouver des passages, des extraits de livres, une recomposition un peu de la production intellectuelle issue des livres, des articles sous forme de passages et en montrant la diversité avec différents auteurs, différentes publications et toujours derrière ces passages qui sont entre guillemets, vous le noterez, et des vrais guillemets, pas des fausses citations comme ChatGPT a tendance à en créer régulièrement. Donc on ne met pas l'étudiant dans des situations de difficulté. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soutenance, vous l'avez peut-être vécu vous-même, où un étudiant se retrouve un peu en difficulté à citer des propos où on se rend compte que, effectivement, c'est quand même assez loin du propos original de l'auteur et que l'étudiant, parfois de bonne foi ou à force de travailler avec des robots, a perdu un peu le fil de ce que disaient vraiment des auteurs et finalement n'a pas vraiment eu accès à la source, au contenu tel qu'il était produit, jusqu'à des formes de déformation très avancées du propos de l'auteur. On a eu plusieurs témoignages d'auteurs universitaires se disent, il se trouve que même j'étais cité en réunion, mais vraiment, absolument impossible de reconnaître mon propos ou mon raisonnement, en disant aux gens, et les raisonnements et les bibliographies qui arrivent à la fin des mémoires sont de plus en plus étranges et de plus en plus synthétiques, ce qui pose un vrai problème, puisqu'aujourd'hui on est presque dans une situation où, si on n'est pas extrêmement attentif, le risque est grand, vraiment, de se retrouver dans une situation d'échec, on va dire de blocage par rapport à son institution, et de s'être fait avoir par un robot si on lui laisse trop la parole et qu'on lui laisse nous glisser à l'oreille toute une série de références et de lectures qui sont certes synthétisées, mais en bonne partie fausses. Ne vous embête pas avec des éléments trop techniques, mais il faut savoir qu'en tout cas, sur des architectures comme celle-ci, entièrement maîtrisées par nous, ce n'est pas des projets qui sont des projets qui demandent à signer je ne sais quel accord avec Microsoft, Google et autres. Ce sont des projets, et c'est la bonne nouvelle, et c'est aussi à ça qu'on travaille dans des écosystèmes comme le GF2I, c'est s'approprier ces technologies à notre niveau, avec des modèles de langage petits, open source, qui tournent sur des machines réalisables pour que une université, un éditeur, une plateforme comme Kern, à son échelle, puisse mobiliser ces technologies pour réfléchir à comment elle peut servir le propos du texte, de l'auteur, de la mission, effectivement, de l'établissement ou d'une plateforme comme Kern. Et là-dessus, avec des étapes fines, c'est très synthétique, mais qui, en gros, passe en mathématiques le texte, passe en mathématiques les questions et compare ces mathématiques, mais au profit, effectivement, d'une meilleure association entre un
un humain et un auteur. C'est bien l'humain qui essaie de rentrer avec l'humain au final. Le robot n'est qu'une médiation. Effectivement, on peut le faire et avec de plus en plus de possibilités liées au fait d'interroger des corpus en disant mais en fait c'est vraiment selon tel et tel auteur que je me pose la question du rôle de l'école là-dessus et de pouvoir retrouver quand même des œuvres qui sont importantes et des points de vue d'auteur et de pouvoir finalement me dire il se trouve qu'en ce moment, cet exemple voilà, n'engage que moi, mais tu sais, je réfléchissais à l'école, je trouve qu'un auteur comme François Dubec essaie de réfléchir, bah, je voudrais voir déjà tout ce que lui a écrit un peu sur le sujet. Ou aller chercher un petit cercle d'auteurs, moi-même faire une sélection de documents et commencer à poser des questions à ces documents, hein, qui est un rapport de lecture. Aujourd'hui, chatter avec un livre, comme on dirait, effectivement, est une expérience qu'on va avoir de plus en plus et qui est une expérience un peu riche en disant la lecture linéaire, c'était une chose, une époque. Il est possible que de plus en plus d'étudiants se disent c'est l'interaction et c'est le dialogue avec un livre qui m'apprend des choses. Le lire, c'est compliqué, c'est trop linéaire, trop passif. Par contre, poser des questions, être dans une interaction, lire des passages, découvrir peut-être le chapitre 4 avant le chapitre 1, ça, je sais que ça fait hurler les éditeurs, mais voilà, dans mon questionnement, je l'aborde d'une certaine façon. Ça devient un objet protéiforme que je peux un peu manipuler et, à différentes échelles, l'œuvre d'un auteur, un livre, une discipline, je peux commencer mon approche comme ça de façon très itérative. Pareil, ce que j'évoquais tout à l'heure de liste de lecture, les compositions que j'ai pu faire moi-même ou des curateurs en fait pour moi peuvent donner lieu à des interrogations et de plus en plus on va fonctionner comme ça en définissant des périmètres et en posant des questions dessus en disant dans ce que j'ai sélectionné selon mes critères, qu'est-ce qu'on dit de ça? Qu'est-ce qu'on m'apprend sur telle et telle question, effectivement. Et évidemment, une possibilité, quand on rentre enfin dans la lecture et qu'on a ce moment d'appropriation, de se dire, quand on trouve la pépite, avec un effet eureka, de se dire, oh oui, c'est ça, c'est ce passage qui m'apprend des choses, c'est exactement ce que je cherchais. Là, par contre, on a envie vite de se dire, où est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, hein? Où est-ce que je peux sortir ce livre de la bibliothèque et voir sortir avec lui tout ce qui pourrait relever du même rayonnage. Et ça, effectivement, l'IA est extrêmement forte pour le dire en disant, pas besoin de me poser de questions. Si c'est ça le passage qui t'intéresse, hein, effectivement, sur la question de l'exposition des enfants aux écrans, et voilà, je sais te trouver les autres passages, les autres livres, les autres passages de livres, où ça va directement faire écho à ton sujet et te nourrir d'une certaine diversité, puisque oui, c'est sur le même sujet, est-ce que ça dit la même chose? Peut-être pas. Hein, et ça, effectivement, la mise en synthèse, l'analyse de toutes ces références, des différents points de vue d'auteur, et une reprise après de recul sur pourquoi on arrive à des résultats différents en fonction de l'approche qu'on a dans tel et tel domaine de recherche. Voilà. Là, on rentre dans l'intelligence, on rentre dans la musculation intellectuelle que le robot ne peut pas faire à la place de l'étudiant. Il faut bien un apprentissage et un chemin. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des études auprès des utilisateurs, on en a fait un certain nombre avant de se lancer dans ce type de production, les étudiants sont très demandeurs de ça. Ils savent qu'ils sont sur une pente qui est une pente un peu glissante. Là, beaucoup nous ont dit, après c'est ceux qui répondent à des études lancées par Kerninfo, hein, je suis d'accord avec vous, on n'est pas dupe sur le biais que ça peut comporter, mais effectivement, beaucoup nous disent, il faut absolument nous aider, hein, il faut vraiment que vous nous fassiez lire, il faut absolument que vous... On ne peut plus faire exactement des recherches ou de la lecture comme on faisait avant. Les outils d'IA sont arrivés. Par contre, maintenant qu'ils sont là, on voudrait que le livre puisse se reprojeter dans cet univers pour quand même, un peu comme de la nourriture bio, alors qu'on a un McDonald's en face de l'université. Enfin, je ne devrais pas citer de marque, mais effectivement, il faut nous aider, hein. Sinon, on va tous tomber dans des travers et en ayant tout à fait conscience que ce n'est pas très bon pour nous. On est d'accord. Voilà en tout cas quelques éléments que je voulais partager. Et puis après, bien sûr, c'est l'occasion de répondre à des questions, des échanges avec toute une série d'exemples. L'IA, là, c'est un exemple qu'on voyait ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils, hein, qui sont très intéressants, y compris pour un rapport à la lecture pour des publics qui sont empêchés, par exemple, hein. On intervenait hier sur les questions d'accessibilité. C'est plus que jamais l'occasion pour des publics non malvoyants ou d'avoir des traductions de livres en facile à lire, facile à comprendre, effectivement, où là, on peut aller assez loin dans des formes de traduction, d'explication du texte. Le dialogue avec le texte, c'est une façon d'avoir de la lecture, mais de la lecture très active, ah, aussi, dans une vision positive de la chose, si on arrive à ça. Et effectivement, on peut y voir une révolution tout à fait positive et on va essayer en tout cas d'y travailler. Merci Thomas pour ton intervention. On va se laisser quelques minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Oui, bonjour. J'aimerais savoir le corpus de données de Sophia, c'est l'intégralité de Kerninfo? C'est quel bouquet de Kern? C'est tout bouquet, d'une certaine façon. Après, en fonction de l'utilisateur de Sophia, Sophia peut se restreindre lui-même. C'est pas parce qu'il sait qu'il y a des contenus
en histoire médiévale qui pourrait peut-être répondre, qu'il n'a pas conscience qu'il est dans un hôpital psychiatrique, par exemple, où là, en l'occurrence, la question qu'on lui pose relève beaucoup plus du champ de la psychologie. Voilà. Et là, effectivement, Sophia, aujourd'hui, l'utilisateur aura la possibilité de se dire, et l'établissement qui donne accès à ce type d'outils, de prédéfinir des paramètres en disant, attention, ça ne porte que sur l'abonnement de l'université ou uniquement sur telle et telle discipline. L'utilisateur pouvant lui-même, bien sûr, gérer cette question de périmètre à son niveau. Comme je disais, préparer des listes de lecture, se faire des sélections, quitte à passer d'ailleurs par des recherches plus classiques pour le faire. Je regarde tout ce qu'il y a sur Kern qui relève de l'apprentissage à l'école et des nouvelles pédagogies. Voilà, j'ai 3 4 000 résultats. Et après, je pose des questions à cette liste, effectivement. Donc, effectivement, potentiellement, c'est tout Kern. Il y a des grandes questions qui peuvent être très transversales et c'est l'occasion de découvrir aussi d'autres approches de la question dans d'autres disciplines, y compris quand ce n'est pas exactement la sienne. Nous, on croit quand même beaucoup aux vertus de l'interdisciplinarité, souvent invoquées, mais finalement assez peu pratiquées. Bon, ce type d'outils peuvent aussi décloisonner en ce sens. Et donc, voilà, ça peut aller de tout Kern jusqu'à un article ou deux où je pose quelques questions pour être sûr de comprendre ce qu'il essaye de me dire. Est-ce que ça peut aller au-delà de Kern, comme la possibilité des liens vers Percé ou vers revue.org, par exemple, des choses comme ça? Absolument. Alors, on a déjà commencé là-dessus. Je parlais tout à l'heure du contexte nord-africain. Il se trouve que Kern, cette nouvelle version, intègre une possibilité que ce soit notre corpus, mais d'aller chercher d'autres plateformes qui peuvent s'afficher ou pas en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Au Maroc, c'est pas exactement le même Kern. On intègre une centaine de revues supplémentaires produites par les chercheurs marocains. Quand je pose des questions au Maroc, le périmètre de réponse en français, en arabe d'ailleurs, en anglais, comme je veux, le corpus interrogé est Kern et la plateforme marocaine, et potentiellement demain d'autres ressources. Vous évoqué Percé, Open Edition, Érudit. Ça a déjà commencé un petit peu. Si vous allez chercher, vous allez sur la page de François Dubay, comme je faisais, de plus en plus, on vous référencera et on va chercher des publications qui sont sur Kern, mais qui sont aussi de François Dubay, sur Percé, sur Open Edition, sur Érudit, sur pas mal de services. Et demain, sur ces plateformes nord-africaines, pourquoi pas. Donc l'ouverture à d'autres types de corpus intègre aussi de la littérature locale potentielle de l'établissement. Faire lire, c'est pas forcément que la littérature extérieure, c'est aussi se dire, dans l'établissement lui-même, il y a de la production propre qui pourrait beaucoup intéresser l'étudiant au moment de cette recherche. Dans un établissement professionnel, un règlement intérieur, de la littérature grise, des vidéos, des cours. Et effectivement, ces outils aussi sont très multimédia. Les vidéos qu'on a commencé à produire, comme je le disais, sont interrogées, on retrouve des passages et on vous dit, tiens, j'ai l'impression que François Dubay, à minute 48, répond un peu à votre question. C'est un des résultats possibles. Ça permet aussi d'indexer de la matière locale pour les établissements qui en travaillent et qui peuvent aussi, à leur niveau, se dire, quand on est chez moi, cet outil, il a tel et tel périmètre, Kern dans telle modalité, et des corpus plus locaux ou d'autres qui me semblent intéressants à valoriser. Merci. Moi, j'ai une question pour toi, Thomas. Est-ce que tu penses que les livres traditionnels, dans le format qu'on connaît aujourd'hui, est amené à disparaître au profit de formats un peu plus numériques, un peu plus attractifs? Alors, la réponse est depuis le début de Kern qui avance sur le numérique, et non. Vraiment, évidemment, la superposition des supports. Ce qu'on voit aussi, nous, c'est que les plus gros lecteurs et les utilisateurs les plus engagés qui ont par exemple des abonnements personnels à Kern sur des versions pro sont aussi les plus gros acheteurs de livres papier. L'appétit vient en mangeant, et effectivement, quand on lit des livres et qu'à un moment on se dit, bon, ça fait 3 4 chapitres, vraiment ce titre qui fait d'ailleurs 450 pages, je reviens à une lecture linéaire, j'ai une certaine habitude, je le prends et bien sûr, je suis très heureux de pouvoir retrouver ce livre papier une fois arrivé. On le sait, le numérique n'a pas la même capacité. En tout cas, l'itération que j'évoquais, c'est un confort. Si on veut s'approprier un propos, si on veut lire l'histoire de la folie de Michel Foucault, en numérique, ça sera extrêmement dur. Beaucoup plus dur que le fait de se mettre dans un bon espace, par exemple à côté du lac d'Annecy, et de pouvoir lire effectivement in extenso, ou en tout cas par passage, de façon beaucoup plus concentrée de passage. Là où je modérerai un tout petit peu le propos, c'est qu'on voit que l'économie du livre est en train de changer beaucoup. Je parlais de l'architecture du web et ce que des acteurs de fait extrêmement puissants de fait sont en train un peu d'imposer comme nouvelle architecture ou nouvelle, on va dire, médiation. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, on est dans une année où les ventes en librairie ont baissé dans le domaine qui est le nôtre, en sciences humaines, en non-fiction, effectivement de entre 15 et 20%. Bon, encore une année ou deux comme ça, et c'est une chaîne du livre qui va s'écrouler, qui risque de se fragilisé par l'intermédiaire de la librairie, puis de maisons d'édition, puis sans parler des budgets documentaires des établissements. Il faut faire très attention à ce qu'on puisse ménager ces alternatives. Nous, on y croit dans l'absolu et elles sont utiles.
Est-ce qu'on arrivera à les maintenir dans le contexte qui est le nôtre, qui est au-delà des grandes transformations qu'on évoque, qui est un contexte un peu de raréfaction budgétaire? C'est un vrai choix politique. Là-dessus, c'est très important parce que, notamment ce livre universitaire, il va dépendre très directement de la capacité des établissements à maintenir des bibliothèques universitaires, des budgets, des lignes qui sont consacrées à ces collections. Là-dessus, si elles tombent et si les libraires tombent avec elles, effectivement, on ira vers des formes de production effectivement plus directement sur plateforme et un peu moins traditionnelles. C'est possible aussi, hein, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est pas, en tout cas, un certain nombre d'éditeurs commencent à se dire qu'il va être compliqué, hein, de tenir le rythme encore très longtemps de cette façon-là. Donc voilà, petite touche un petit peu négative. Dans l'absolu, et on a une autre petite révolution dans le domaine qui est celle de l'impression à la demande, on pourra toujours se dire, c'est pas grave, si on n'a plus de réseau de librairie, on n'a plus des mises en avant et que c'est un peu plus dur de trouver les essais comme ça au bord de la rue, enfin au bout de la rue dans une librairie quand on a la chance d'en avoir une, eh bien effectivement, l'expérience sur plateforme de découverte peut se terminer par le fait de se dire, dans 2 jours, je reçois cet ouvrage, ça me va bien, il a été fabriqué d'une certaine façon pour moi, voire de recomposer ce qui n'aurait pas été possible dans le commerce, c'est-à-dire des ouvrages, on n'en est pas très loin, qui sont des agrégats de différentes choses, où j'ai pris un chapitre par là, des articles par-ci, et j'ai un objet de lecture que je souhaite approprier, qui est plutôt le fruit de mes recherches et de mes découvertes, par exemple via un outil comme Sophia. Ça, c'est tout à fait possible, qui permet d'alterner de la découverte sur écran et de la lecture plus au calme, avec de la notation potentiellement, sur du papier. Merci beaucoup Thomas pour ton intervention et puis merci à tous d'avoir écouté. Désolé.